J'espère que nous allons produire un contenu qui va vous satisfaire pleinement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais proposer à mes co-intervenants de se présenter rapidement, autant qu'ils le veulent. On va commencer par ma voisine, si elle le veut bien. Oui, moi je m'appelle Manon, je suis vulgarisatrice scientifique sur YouTube. J'ai une chaîne qui s'appelle Les Ethnochroniques où on parle d'anthropologie. Voilà. François de FL Reptile sur YouTube. Je fais de la paléontologie, de l'herpétologie en vulgarisation. Et sinon, je suis médiateur scientifique au Muséum départemental du Var. Et bonsoir, je suis Nicolas Martin, ex-France Culture, auteur, scénariste, réalisateur, journaliste, carreleur, plein de choses cachées que je dévoilerai peut-être si vous êtes sage. Quant à moi, Anudar, lecteur-blogueur, je suis ici comme depuis plusieurs années auprès des Intergalactiques de Lyon et dans la vie civile, je suis professeur de SVT dans un lycée pas très loin d'ici. Et c'est tout ce que je trouve nécessaire de dire à ce niveau. Parce que vous êtes venus pour autre chose en fait. Vous êtes venus pour parler du contact. Et qu'est-ce que c'est le contact ? Alors, en réfléchissant à cette table ronde, j'ai essayé d'identifier plusieurs niveaux de définition possibles. Déjà, le contact, ça peut être reconnaître que l'autre qui est en face de moi, il partage avec moi un statut qui pourrait être celui de l'intelligence ou de la conscience. Peut-être que ça peut être aussi définir de façon commune une capacité à échanger entre lui et moi. Qu'est-ce qu'on pourra échanger ? Ça, on va le dire plus tard. Et puis, on peut même aller encore plus loin et essayer de définir des formes de concorde ou bien de conflit, c'est-à-dire en fait décider de fonder ensemble une écologie universelle. Donc, comme on le voit, les dimensions du contact, elles sont multiples. Et derrière cela, on va pouvoir les aborder à travers des œuvres littéraires, à travers des œuvres science-fictives en général, mais aussi à travers le regard de la science et puis le regard de plusieurs disciplines. Donc c'est tout l'intérêt du panel riche que nous avons ici. On va entrer dans le vif du sujet avec le côté basique du contact, c'est-à-dire j'ai en face de moi quelque chose, comment puis-je dire que ce quelque chose, en fait, c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir échanger peut-être plus tard quelque chose. Alors, j'aimerais partir d'une nouvelle de l'auteur de science-fiction soviétique Ivan Efremov, la nouvelle Cor Serpentis, qui raconte en fait une histoire de premier contact. Il y a un vaisseau spatial en provenance de la Terre qui se retrouve perdu au fin fond de l'espace, et là, il découvre un autre vaisseau avec des explorateurs à bord. Donc, le contact se fait de façon pleinement pacifique, on échange des idées. Il y a même une relation sentimentale qui commence à se former entre un des explorateurs de la Terre et puis l'une des exploratrices de l'autre planète, mais il y a juste un petit problème. C'est que les autres, leur métabolisme utilise un élément oxydant qui n'est pas le même que le nôtre. Nous, on utilise l'oxygène et eux, le fluor. Il fait que, malheureusement, le contact peut signifier la mort au sens littéral du terme. Donc, comment faire dans ce genre de circonstances pour reconnaître malgré tout qu'on a en face de nous des êtres qui nous sont semblables, des êtres avec lesquels on pourrait échanger des choses ? Comment faire lorsque la biologie vient nous bloquer dans cette envie de contact que nous avons ? Donc, je vais laisser la parole à qui voudra la prendre pour répondre là-dessus. Alors... Faut que ça monte. Ok. C'est rigolo parce que en t'écoutant, j'ai fait une association d'idées. Ça m'a fait penser à cet épisode iconique de Star Trek, la série originelle, avec cette créature avec des espèces d'énormes ventouses, perruque blanche et des grosses lèvres et des yeux noirs qui se révèlent à la fin et qui aspirent le sel de la peau des pyjamas rouges de l'Enterprise. Je suis une vieille personne, donc j'ai vu ça à la télé. Ça vous dit rien du tout, hein. Non, c'est un bide total. Ok. Non, mais en fait, à travers le contact, je pense que ce qui est intéressant dans la figure
de l'extraterrestre ou de l'autre forme de vie, c'est celle de l'altérité. Donc je vais parler de ce que je connais, parce que je suis pas xénobiologiste particulièrement, mais j'ai beaucoup bossé sur Alien. Et il y a quelque chose déjà d'ontologiquement intéressant dans Alien, c'est que Alien, à l'origine, c'est juste un adjectif en anglais, ça veut dire ce qui est autre, ce qui est différent, ce qui est étranger. Et cet adjectif est devenu maintenant un nom propre et fait référence à cette créature. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les intentions de Ridley Scott, de Dan O'Bannon, dans le script de Dan O'Bannon, d'ailleurs, l'extraterrestre n'est pas hyper qualifié. Enfin, il est très peu, il est très peu déterminé. Et c'est vraiment c'est vraiment Giger qui va, enfin, la rencontre entre Ridley Scott et H.R. Giger, l'artiste suisse qui a donc dessiné Alien via Dan O'Bannon, qui va finir par caractériser cette créature. Et ce qui est intéressant, c'est que Ridley Scott ne veut pas faire un énième film de Gloomood de l'espace. C'est-à-dire que le cinéma de science-fiction, et surtout dans les années 50-60, est vraiment rempli de ces gloomoots bizarres, tout aussi bizarres les unes que les autres, et qui sont le point central de ces films. C'est-à-dire que ce qu'on veut voir, c'est quelle va être cette créature, comment elle va être différente, quel va être le monstre en plastique ou la personne dans le costume en latex. Et ça devient le point de focal de l'attention du film et de la caméra. Et Scott ne veut pas du tout ça, parce que justement, il veut que ce monstre soit un alien, c'est-à-dire qu'il soit extrêmement différent de nous. Pas seulement dans ses cycles reproductifs, on pourrait y revenir, mais il veut même qu'il soit différent de nous physiquement. Et Scott ne veut pas, absolument pas, que son monstre ressemble à un être humain dans un costume. Et donc, il va chercher plein de moyens de caractériser son monstre pour faire en sorte qu'on ne voit pas et qu'on n'ait pas l'impression de voir une gloomood de l'espace. Et il cherche. Et donc, bon, la première piste, c'est qu'il va engager un comédien, Bolaji Badejo, qui fait 2,10 m, qui est un comédien éthiopien, éthiopien, je crois, qui est très très grand, très fin, et donc qui a déjà une conformation corporelle un peu différente et un peu étrange, et il lui met le costume de l'alien dessiné par Giger. Et problème, pour Scott, ça ressemble encore trop à un être humain dans un costume. Et c'est pas assez étrange, c'est pas assez différent de nous, et c'est vraiment ce qu'il veut chercher à travailler. Et ce qui est passionnant, parce qu'on est donc en 79, c'est que cette contrainte va le pousser à chercher à rendre cette créature étrangère via la mise en scène, puisqu'il a sa créature, mais elle ne lui convient pas. Et c'est pour faire en sorte que cette créature, et qu'on ne comprenne pas exactement ni comment elle se déplace, ni à quoi elle ressemble, et ni l'ampleur de sa différence et de sa monstruosité, eh bien, Scott va choisir de la mettre hors champ, de la filmer de très près, de jamais la filmer en plan intégral ou très très peu, et de faire en sorte qu'elle se déplace de manière extrêmement singulière et extrêmement différente. Et en fait, qui n'a pas vu le premier Alien ? Vous pouvez sortir tout de suite. Non, pas du tout, on vous aime bien. Mais vous avez beaucoup de chance, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir le voir et le découvrir, et c'est quand même un moment important de voir Alien une fois dans sa vie. Non, c'est le plan final que Scott déteste, parce que dans le plan final, à la fin, il meurt. Désolé. Dans le plan final, quand on voit l'alien dans le réacteur du vaisseau, d'un seul coup, on voit vraiment complètement sa silhouette, et Scott déteste ce plan, parce que d'un seul coup, il revoit à nouveau ce comédien dans un costume. Et c'est ça qui est formidable, parce que c'est exactement ce qui crée la particularité et la puissance et la peur qui contamine tout le film, c'est que on ne voit jamais exactement, on ne sait jamais exactement ce que c'est que cette créature. On la voit toujours de très près. Moi, il y a des plans que je trouve absolument merveilleux, notamment justement dans la fin, dans le module de secours, quand il commence à se déployer, qu'il tend sa main, et effectivement, on comprend pas sa structure physique, on comprend pas comment il bouge, et il ne va pas arrêter de chercher des façons de le filmer. Je sais pas si vous avez vu. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment très bien quand on a la chance de pouvoir voir le film sur grand écran et au cinéma tel qu'il a été pensé. On est en 79, il n'y a pas de VHS, on ne regarde pas les films à la télé encore à l'époque. Il y a un moment donné, au moment de la première mort de celle de Brett,
où il est dans cette salle où avec les chaînes et qui coule, vous vous souvenez de cette scène avec l'eau, il prend de l'eau sur la tête. Et il y a un moment donné où en fait Scott fait un plan du toit ou enfin et en fait l'alien est en plein cadre, sauf qu'il est complètement ramassé sur lui-même et on ne le voit pas. C'est-à-dire que ce plan-là, je ne sais pas si vous l'avez en tête ou si vous l'avez vu, mais on ne le voit que quand on sait déjà ce que c'est qu'un alien. Mais ce qui veut dire qu'en 79, on ne sait pas ce que c'est qu'un alien. Et donc la première fois qu'on voit cette créature, on ne la voit pas parce qu'elle se confond complètement avec le vaisseau et qu'elle est précisément, et là c'est un vrai mouvement de réalisateur passionnant, Scott montre que cette créature est méconnaissable parce qu'elle participe à la fois de l'organique, du mécanique, du vaisseau, et elle se confond complètement. Et donc elle est exactement l'inverse ou le plus éloigné possible de ce que sont nos représentations corporelles et anthropomorphiques. Donc voilà, c'est voilà. Désolé pour ce monologue un peu, mais ce qui est intéressant et ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est de comprendre ou d'essayer de formaliser ce qui peut être radicalement différent de nous, ce qui peut être le plus éloigné de notre propre conception du corps et de la corporalité. Et je trouve que dans Alien, il y a là une proposition qui est singulière et assez passionnante. Alors, effectivement, et c'est très intéressant, l'alien, il possède une étrangeté qui lui est complètement propre et qui est complètement nouvelle. Donc, la créature en elle-même et son mode de reproduction avaient déjà été explorés dans la littérature. Hein. Dans La faune de l'espace, il y a un épisode, dans La faune de l'espace de Van Vogt, il y a un épisode où il y a un extraterrestre qui fait la même chose. Mais son étrangeté à l'alien, elle va aussi bien au-delà. Déjà, quand on y repense, le fluide interne de l'alien est un fluide qui est hautement corrosif, donc corrosif aussi bien pour la chair humaine que pour les structures qui sont autour, et en particulier pour les murs, les parois du vaisseau. Donc là, il y a une étrangeté biochimique qui est plus que suggérée au sein du film. C'est-à-dire que cette créature est tellement différente que même si on parvenait à la blesser, en fait, elle pourrait nous détruire quand même. Au-delà de ça, et ce qui est stupéfiant sur l'apparence de l'alien, c'est que on sent qu'on est face à un prédateur extrêmement dangereux, mais pourtant, cet alien, on ne lui voit pas Dieu sur son visage. Comment est-ce qu'il s'y prend pour repérer ses proies? Quel sens utilise-t-il? Donc, on comprend là aussi qu'il y a dans cette créature des structures nerveuses qui sont radicalement différentes, et cette différence procède de l'étrangeté de l'alien. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur l'alien encore, lui trouver encore autre chose, par exemple du point de vue de la société, on va dire, des aliens tels qu'on les voit dans les épisodes ultérieurs de la série. Non, la série, moi, je ne l'ai pas vue. Mais souvent, moi, j'avais souvent constaté que les aliens étaient avaient une apparence et un caractère très humain, et qui avait du coup une espèce de forme d'ethnocentrisme, quoi. Dans le fait qu'une vie extérieure serait constituée d'une société qui ressemble quand même beaucoup à la nôtre, et que justement, je ne savais pas qu'il y avait aussi des œuvres où il y avait des aliens qui n'étaient pas anthropomorphiques, quoi. Et je trouve ça plutôt cool. Merci. Donc, on a abordé la question de l'altérité biologique chez les êtres étrangers, dirons-nous, des aliens ou autre chose. Et je pense qu'il y a une notion d'étrangeté qu'on peut aborder aussi, ça serait l'altérité temporelle. C'est-à-dire, supposons que, par exemple, un jour, au cours d'une exploration, d'ailleurs, il y a une scène au début du premier Alien qui fait penser à ça, on découvre en fait des traces, une civilisation étrangère, des traces qui sont peut-être incompréhensibles. Alors, ça peut prendre différentes formes. On peut imaginer qu'on va trouver des ruines quelque part. On peut imaginer qu'on peut trouver aussi qu'on appelle en science-fiction des big dumb objects, c'est-à-dire par exemple des objets qui viennent visiter le système solaire et puis on ne sait pas trop à quoi ils servent. On peut aussi envisager de tomber sur des intelligences artificielles. Donc, comment reconnaître des êtres lorsqu'ils nous sont éloignés dans le temps? Parce que comment reconnaître parmi des êtres éloignés dans le temps, pardon, nos semblables d'une certaine façon? À quoi est-ce que je pourrais voir que, bah oui, ces ruines, elles ont été faites par quelqu'un d'autre, mais pourtant, ce quelqu'un d'autre, j'aurais pu le comprendre si j'étais arrivé à temps pour le voir. Je pense que déjà, on se baserait sur quelque chose qu'on utilise nous maintenant.
dans certaines sciences qui ont un peu un côté historique, mais pas que. Donc, on a un principe qu'on appelle l'actualisme. Donc, l'actualisme nous permet de nous baser sur ce que l'on retrouve, nous, à l'instant que nous vivons dans notre environnement. On l'utilise donc pas mal dans les sciences naturelles, mais pas que. Donc, ça, ce serait un moyen de partir, une base. Alors, bien sûr, du coup, ça inclut un biais, parce qu'on va être limité par ce qu'on a réussi à connaître, nous, sur Terre, sachant qu'on se rend compte que déjà, lorsqu'on étudie l'histoire de notre planète, il y a tout de même des choses qui se sont passées, que ce soit des mécanismes biologiques, des êtres vivants, des civilisations, qui par moment n'ont pas d'équivalent qu'on a pu trouver encore actuellement. Donc là, du coup, bon, c'est un peu compliqué. On tente pour comprendre, d'inférer sur la base d'homologie plus ou moins proche, et on se retrouve donc limité. Et ben, là, c'est en fait la même problématique, c'est que on va tenter de se raccrocher du coup au connu, mais malheureusement, ben, peut-être que on n'aura qu'une petite fraction, mais cette petite fraction, ben, ça sera quand même, j'ai envie de dire, mieux que rien, parce que ça permet de répondre au moins à la question là qui est posée. Effectivement, il s'est passé quelque chose. Effectivement, il y a eu une civilisation où il y a eu, donc voilà, tel type de forme de vie, parce que je vais en trouver des restes en fait. Et alors, après, il faudra espérer voilà, qu'on arrivera à trouver d'autres éléments, d'autres indices petit à petit pour compléter le puzzle, parce qu'en fait, là, on se retrouve exactement dans le côté puzzle. Mais bon, est-ce que ça, voilà, est-ce que ça a une fin en soi? Moi, je pense pas. Je pense que là, du coup, on se lance, c'est typiquement le genre de sujet où voilà, on ouvre la boîte de Pandore en fait. Et donc là, d'autant plus si on dépasse en fait les frontières, la boîte de Pandore se retrouve multiple. Et ben là, on va aller encore plus loin, parce que si on est carrément face à une intelligence post-physique, c'est-à-dire une intelligence qui a trouvé le moyen de se désincarner, grosso modo, donc, on pourrait dire comment contacter quelque chose qui pourrait avoir une présence semblable à celle d'une divinité, par exemple. Ça me fait penser à pas mal de choses. En fait, ce que j'entends et ce qui est assez passionnant, parce que c'est évidemment un défi de la science-fiction, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut imaginer l'altérité à partir du moment où notre seul référentiel est nous-mêmes. Et c'est difficile. Alors, on peut faire n'importe quoi et on peut faire des gloumoutes de l'espace avec 3 têtes, 7 bras, etc. Mais c'est encore des têtes et des bras. Et du coup, et je trouve ça intéressant à plusieurs égards. Et je trouve ça intéressant déjà d'un point de vue fictionnel et d'un point de vue fictionnel dans le sens où il y a quand même beaucoup d'autrices et d'auteurs qui ont cherché à imaginer ce que pourrait être effectivement une forme de vie ou d'existence radicalement différente de la nôtre. Et dans ce sens-là, moi, je pense à quelque chose moi, qui est vraiment une théorie que j'aime beaucoup, qui a été utilisée par pas mal par pas mal d'autrices ou d'auteurs, qui sont les sondes de von Neumann, qui sont l'idée qu'à un moment donné, une civilisation extrêmement élaborée, c'est-à-dire l'étape finale de la civilisation, serait une forme de chimie organique froide, qui serait une forme d'ensemencement de l'espace profond, une sorte donc finalement de réseau de vie, de machines autoréplicantes dans des conditions qui sont des conditions évidemment qu'on ne maîtrise pas du tout aujourd'hui, qui ne serait même plus tellement consciente, mais qui serait finalement une sorte de réseau conscient de lui-même, et qui, au moment où il trouve des conditions favorables à son épanouissement, finirait par provoquer de la panspermie, c'est-à-dire de l'émergence de formes de vie. Et ça, je trouve ça assez intéressant, parce que ça pousse très très loin les limites de la représentation et de l'évolution de notre intelligence, comme finalement devenir une forme de, non pas de divinité totipotente ou omnipotente, etc., mais d'une forme de vie extrêmement élaborée qui finit par dissoudre complètement la notion d'individualité, d'identité, et qui ne cherche pas à reproduire d'autres formes, par exemple comme l'alien ou d'autres formes
qui sont celles que l'on connaît sur Terre, c'est-à-dire de pensée sociale, de ruche, etc., mais vraiment une forme d'évolution ultime et d'aboutissement qui pourrait revenir à une forme de. Enfin, moi, j'aime pas beaucoup l'idée de divinité, mais en tout cas de principe absolu du vivant qui serait comment dire, le cœur, le noyau duquel procéderait toute autre forme de vie distincte. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Pour ce qui est de la science-fiction, je pense vraiment, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais à Robert Charles Wilson qui l'exploite pas mal, et je trouve que c'est une idée qui m'a toujours beaucoup séduite. Et l'autre chose que ça m'évoque, c'est que dans la plus du côté scientifique, on voit bien qu'il y a une forme d'impasse ou de comment dire, de difficulté. On ne peut envisager la vie que telle qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'il est très difficile scientifiquement aujourd'hui d'imaginer autre chose que l'émergence de la vie dans les conditions que nous connaissons, et pour le moment, nous ne connaissons que celles qui ont lieu sur Terre. Donc on sait qu'on a besoin plutôt d'une base carbone, qu'on a besoin plutôt d'eau, qu'on a besoin plutôt d'un peu d'énergie, donc vraisemblablement de chaleur, et que dans ces soupes-là, on peut faire émerger le vivant. Mais on voit bien que les xénobiologistes essayent de brusquer un peu ce modèle pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas descendre dans le tableau périodique des éléments et imaginer une base de vie silicium. Oui, mais ça marche pas très bien. Et en fait, pour cause, il est difficile de penser l'altérité, puisque nous n'en avons en fait pas seulement en tant qu'espèce, mais en tant que source et qu'écosystème, qu'un seul exemple. Et donc on sait que ça fonctionne comme ça, mais c'est très difficile de pouvoir imaginer autre chose. Donc en fait, la possibilité d'envisager une altérité radicale, elle est intrinsèquement limitée par le fait que précisément on connaît strictement aucune autre forme d'altérité au vivant globalement que celle qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire ici et maintenant. Je sais pas si ça fait sens. Si, ça fait sens. Alors, on va supposer maintenant que ça y est, on a en face de nous un être différent. Malgré son étrangeté, on est capable de se rendre compte que c'est un être intelligent et on a envie d'échanger avec lui. Qu'est-ce qu'on va échanger avec lui? Donc là, pour ça, le mieux, c'est de partir d'un exemple, d'une chose qu'on a faite, nous, êtres humains, lorsqu'on a envoyé des sondes vers l'espace, sondes Pioneer, Voyager. Elles ont emporté avec elles des messages à destination d'éventuels extraterrestres qui viendraient à les découvrir à un endroit ou à un autre. Donc, sur en particulier la plaque qui a été emportée, si mes souvenirs sont bons, par la sonde Pioneer 10, il y a la représentation d'êtres humains. Il y a aussi l'emplacement où on se trouve dans l'univers, et puis, si mes souvenirs sont bons, quelques concepts mathématiques de base. Donc, on a l'impression en fait qu'on essaie de dire comment on se définit nous-mêmes à travers tout ça. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres choses qu'on pourrait échanger avec des êtres différents, des concepts simples dans un premier temps pour engager la conversation d'une certaine façon? Parce que leur dire qu'on sait compter en base 10, par exemple, quel intérêt ça va avoir pour eux a priori? Qu'est-ce qui va être vraiment intéressant pour des êtres différents de nous? Moi, ça me fait surtout penser que déjà, par exemple, les mathématiques, c'est pas forcément un concept culturel commun à toute l'humanité. C'est une particularité, les mathématiques. Et même au sein des êtres humains, il y a des sociétés qui n'ont pas de chiffres, qui ont des systèmes de comptage à base de rythme et de toucher que on n'est pas tout à fait capable de comprendre. Du coup, est-ce que les mathématiques, c'est vraiment pertinent? Je ne suis pas sûre, étant donné que c'est déjà une lecture très culturelle de quelque chose. Voilà. Mais alors, par conséquent, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire si on ne veut pas leur dire qu'on compte en base 10 ou qu'on compte d'une autre façon? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Il faudrait voir ne serait-ce que les sens qu'on a en commun. Peut-être que ça pourrait être du toucher, peut-être que ça pourrait être de la vue. Il faudrait déjà se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on a de commun avec cette forme de vie. Parce que peut-être quelque chose au niveau du toucher, je pense, peut-être. Étant donné que ça, c'est quelque chose qu'on a de commun avec à peu près tous les êtres existants, je crois, sur Terre, déjà. Il semble effectivement que ça soit l'un des sens les plus primordiaux. Ouais, voilà, ouais.
d'autres idées, mis à part... Moi, en fait, je pense surtout en fait, aux limites. Parce que, par exemple, pour prendre un cas un peu actuel dans la nature, on se rend compte, par exemple, que les cétacés, donc les baleines, cachalots, dauphins, etc., déjà, les sons qu'ils émettent entre espèces, donc il y a une grande diversité. Au sein même de l'espèce, les individus, il y a une très grande diversité. Et de ce fait, il y a des populations qui ont un peu leur propre langage. On est en train, donc nous, espèces humaines, certains chercheurs sont en train d'essayer de comprendre un peu ces langages. Il y a même l'optique d'un traducteur qui est évoqué par certains. Donc, qui sait, peut-être que dans quelques années, on parlera avec des dauphins ou des baleines. Mais donc, si je dis ça, c'est parce que là, par exemple, on a un sens en commun qui est très fort, le son, qui est très utilisé. Je pense notamment au cachalot parce que c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de données sur ces animaux. Ils utilisent énormément le son. On a commencé à pouvoir catégoriser un peu ces sons, à pouvoir se dire, tiens, ça c'est un jeune qui parle, ça c'est un adulte qui parle, ça c'est un adulte qui parle pendant qu'il est en train de chasser. Ça c'est un adulte qui parle pendant que il veut donc éduquer un jeune. Mais malgré tout, on a quand même, je rejoins un peu ce que disait Nicolas, en fait, on est bloqué là dans notre prisme, en fait, à nous. Et est-ce que le fait, en fait, qu'on aborde tout par notre prisme, on passe pas à côté de tout un tas déjà d'informations sur la manière dont eux communiquent? Parce qu'au final, ok, donc je garde l'exemple de cachalot, mais je vous demande de transposer ça à la forme de vie que vous souhaitez, évidemment. Est-ce que parce qu'on a identifié une potentielle communication, un potentiel schéma, par exemple, ça ce serait qui serait le bonjour, par exemple. Est-ce que c'est vraiment le bonjour? Est-ce qu'il n'y a pas des informations auxquelles on est passé à côté? Et donc là, en fait, le sens en commun, c'est une première chose. Mais au-delà en fait du sens en commun, est-ce qu'on va avoir l'habilité de capter suffisamment d'informations sur le sens en commun pour pouvoir bien le comprendre et pour pouvoir avoir justement suffisamment d'informations pour être à peu près sûr de ce que nous dit l'autre forme de vie, afin de pouvoir, après nous, de notre côté, pouvoir le retranscrire au mieux. Parce que si on comprend qu'il dit bonjour, mais qu'en fait, il y a, par exemple, toute une phrase après le bonjour, un monologue après le bonjour, on ne pourra jamais se comprendre, en fait. Parce qu'on va toujours rester qu'avec une partie, la partie que nous, on a identifié facilement, parce qu'effectivement, on l'a pris par notre prisme. Mais où, voilà, on est limité. Ça m'évoque deux choses. Déjà, on pourrait arrêter d'envoyer aux éventuels extraterrestres des unsolicited nudes, parce que bon, ils sont pas forcément. Ça c'est au moins un truc comme ça. Non, plus sérieusement, ce à quoi ça me fait penser que je trouve assez intéressant et dans une nouvelle et qui a été brillamment adaptée sur cette question de la communication, c'est Arrival, Premier Contact de Denis Villeneuve, d'après la nouvelle de Ted Chiang. Oui, c'est ça. Oui, j'ai eu un doute. Oui. C'était bon. Pareil, on l'évoquait tout à l'heure, mais c'était vraiment intéressant de montrer que finalement cet enjeu de la communication, il est central. C'est-à-dire effectivement, si jamais, il y a peu de probabilités, mais si jamais ça arrive, comment est-ce qu'on peut communiquer avec des référentiels culturels, biologiques, neurologiques radicalement différents. Et je trouvais vraiment, je trouve que vraiment ce film est passionnant à cet égard-là. Voilà, c'était voilà. Alors, comme l'a bien dit Fait le Reptile, là maintenant on s'est dit bonjour avec celui qui est en face de nous, quel qu'il soit. On s'est dit bonjour et puis on a envie d'aller plus loin. Donc, avant d'aller parler des échanges d'idées très complexes, on va y venir, il me semble qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire d'abord. Là, j'aimerais citer la bande dessinée Valérian, Tom, l'ambassadeur des ombres, où Valérian se retrouve perdu dans une cité spatiale dans laquelle il y a tout un tas de représentants de tout un tas des peuples extraterrestres très différents. Et ce qui fait tenir ensemble cette communauté, ce sont les échanges, en particulier les échanges économiques, mais aussi les échanges
matériel, que ce soit des ressources, que ce soit des services parfois, ou bien des produits manufacturés. Donc, est-ce que c'est envisageable, en effet, de se dire qu'une étape intermédiaire entre le bonjour et puis, bon, maintenant on va parler de choses plus sérieuses, on va parler de philosophie par exemple, est-ce qu'on pourrait envisager qu'établir des relations commerciales, ça pourrait être une étape du contexte? C'est ce qu'on a fait dans toute la colonisation, à peu près. Échanger des trucs avec des autochtones. Je pense que si on va coloniser l'espace, c'est sûrement ce qu'on fera encore. Pas d'avis particulier là-dessus, à part ce qui a été. Enfin, je vois pas d'autre chose à dire. Après, juste peut-être notre position en fait au final, parce que quand un commerce se met en place, ben il y a, enfin, si on prend un peu notre histoire, il y en a toujours un qui a un peu plus la main mise sur le commerce avec des travers souvent pour garder la même main sur le commerce. Ça déborde parfois vers des points éthiquement très discutables, voire pas du tout discutables, tellement des fois c'est atroce. Et donc là, ça pose la question de s'il se passe quelque chose, entre nous et donc une autre civilisation. Connaissant notre passé, je serais tenté de dire qu'on passerait peut-être du côté de la barrière en premier. Après, on ne connaît pas les autres. Mais bon. Évidemment, on est dans un festival de SF, donc on travaille la science-fiction, mais il y a là-dedans. Je ne sais pas si je vais certainement enfoncer les portes ouvertes, je ne m'en rends pas compte. C'est intéressant parce que la question quand même du contact, la question du premier contact, la question du paradoxe de Fermi, de se dire mais mon Dieu, il y a tellement d'étoiles, tellement de galaxies, tellement d'exoplanètes, etc. Comment se fait-il que on n'ait jamais parlé avec personne, on n'ait jamais rencontré personne, etc. Ce paradoxe, je pense qu'aujourd'hui, il est quand même globalement résolu. Parce que c'est vraiment juste un problème d'échelle et de synchronicité temporelle d'échelle temporelle et d'échelle de distance, quoi. C'est-à-dire que pour communiquer, voilà, il faut que le message arrive et que le message de retour nous revienne. Jusqu'à preuve du contraire, rien ne circule plus vite, même si on envoie des messages à la vitesse de la lumière, on ne peut pas aller beaucoup plus vite. Si on voulait avoir une conversation téléphonique avec les gens les plus proches de nous sur le système Proxima du Centaure, bonjour, pour avoir le bonjour de retour, il faut 8 ans puisque c'est 4 années-lumière. Donc, la conversion un peu lente. Ça, c'est une chose. Donc, 4 années-lumière. Donc, ça veut dire que pour pouvoir entretenir une conversation, ça veut dire qu'on a un cercle quoi, de 10, 20, 30, allez, 50 années-lumière à échelle humaine. Ça veut dire 100 ans pour avoir le retour du bonjour. Et on est sur des systèmes, on parle encore une fois, le système solaire, c'est 4,5 milliards d'années. Et on est capable d'émettre, ou en tout cas d'envoyer des messages dans l'espace depuis 60 ans, c'est-à-dire vraiment une proportion absolument négligeable. Et l'idée que avec la contrainte donc de cette distance, et qu'il y ait dans cette distance une civilisation qui soit suffisamment évoluée de manière synchrone avec nous et pas éteinte il y a 10 millions d'années, ou juste, encore une fois, je veux dire, nous on est invisible par exemple pour d'autres civilisations. Je veux dire, la civilisation humaine est littéralement invisible. Si on nous regarde, encore une fois, ça fait que personne ne sait qu'il y a de la vie sur Terre. Il est impossible ou quasiment impossible de savoir qu'il y a de la vie sur Terre, à part éventuellement avec de l'analyse d'atmosphère en spectroscopie très poussée, mais enfin, qu'il y a une vie intelligente capable de communiquer depuis 60 ans. Enfin, je veux dire, en vrai, les statistiques sont vraiment absolument proches de zéro. Donc, le problème, c'est qu'en fait, on parlera vraisemblablement jamais avec personne, et surtout d'autant plus que maintenant, les deux seuls représentants d'une espèce extraterrestre nous ont quittés depuis la mort des frères Bogdanov. Bon, on va supposer qu'on est capable d'échanger avec ces êtres, quels qu'ils soient, d'échanger plus loin que le simple bonjour cette fois-ci. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, ça pourrait être d'aller échanger avec eux des idées extrêmement complexes. Comme tu nous l'as rappelé tout à l'heure, lorsqu'il y a eu les périodes de colonisation où on échangeait avec les autochtones, en général, on faisait du commerce rapidement parce que c'était une bonne façon de donner de la valeur à cette entreprise de colonisation.
Mais parfois, on échangeait des idées aussi. Par exemple, on sait tous très bien ce qui s'est passé au moment de la conquête des Amériques par les Espagnols. Ça s'est doublé aussi par une élimination des cultes indigènes et par l'implantation d'une religion qui était profondément étrangère à ces peuplades. Est-ce que c'est envisageable de se dire que dans le cas d'un premier contact, au bout d'un moment, on finirait par échanger des pensées, des idées extrêmement complexes, des religions par exemple, mais peut-être aussi des systèmes politiques ou économiques peut-être plus fonctionnels que le nôtre? Bon, admettons que du coup, ils soient globalement humains, qu'ils aient des sociétés, qu'ils aient des croyances et plein de trucs qui sont assez propres à l'être humain. J'ai pas trop compris là. L'échange ou la volonté de partager les religions dans l'histoire humaine, c'est globalement, en général, assez bien passé. On voit bien qu'on arrive assez bien à transmettre la religion à d'autres peuples de manière pacifique et amicale. Donc, avec une autre civilisation qui parlerait pas le même langage, qui serait sur une base silicium, on peut imaginer que ce soit un tantinet complexe. Et puis, tout dépend aussi de la personne à qui on s'adresse. C'est-à-dire que si c'est vraiment juste pour des scouts, des explorateurs, ou si on parle directement, par exemple, à un chef d'État en tant que population pour lui dire, par exemple, que on ne veut pas travailler plus de 62 ans, même en parlant le même langage avec la même espèce, on a du mal à être compris. Donc, on peut se rendre compte qu'effectivement, de là à transmettre en plus une religion, les chances commencent à s'amoindrir, me semble-t-il. Derrière l'idée de l'échange d'idées complexes, en fait, il me semble que ça va au-delà du simple désir d'évangélisation, par exemple. Si je suis capable d'échanger des idées avec quelqu'un d'autre qui ne me ressemble pas, des idées complexes, que ce soit, bon, mettons de côté le cas des religions, mais par exemple, des façons d'envisager l'univers, est-ce que ça me permet peut-être de construire quelque chose avec lui, une communauté de pensée, par exemple? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on l'accepterait aussi? Parce que, enfin, notre espèce n'ayant pas du tout un ego, est-ce qu'une civilisation qui nous révélerait qu'on se trompait sur quasiment tout ce que l'on pensait savoir, par exemple, est-ce qu'on le prendrait bien? Est-ce que si ça remettait en question, par exemple, admettons, il passe un petit séjour, il regarde justement comment dans nos sociétés on vit, comment on s'écoute, comment on discute justement entre nous, hein, d'abord, pour en savoir un peu plus sur nous. Et que bon, ben après, eux, donc, nous transmettant ce qu'ils ont à nous dire, ils se rendent compte que bah tiens, par moment, vous avez un truc, dans votre dictionnaire, vous appelez ça la dictature. Ah ben vous dites que c'est pas terrible et pourtant il y en a encore vachement sur votre planète. Enfin, moi, je suis pas sûr qu'on le prendrait bien. À titre de, enfin, certains le prendraient bien. Mais du coup, bon bah, où est-ce que, enfin, je pense que là, on risque de nous remettre à notre place. Ah voilà, c'est ça. J'étais en train de chercher. Il me manquait la ref. Je pense parce qu'on connaît Gene Roddenberry pour Star Trek, donc et puis Gene Roddenberry avait cette vision assez assez intéressante de l'espace enfin je veux dire, Star Trek est une série là aussi politiquement intéressante, foncièrement non violente, qui est pour justement le mélange des cultures humaines et extraterrestres, enfin qui était vraiment une série très très pacifiste et qui voulait couper avec le côté un peu colonialiste et agressif classique de cette nouvelle frontière qui était l'espace et qu'on considérait finalement comme une prolongation du western, hein, une fois qu'on avait terminé d'explorer, d'exploiter et de détruire les populations des grandes plaines américaines, on pouvait aller faire ça sur d'autres planètes. Et il y a tout quand même un pan de la science-fiction qui est une sorte d'extension de ce western. Et Gene Roddenberry vient couper ça. Et je pense à une autre série que j'avais découverte à la télé, puisque j'étais donc une vieille personne, comme vous le savez, qui s'appelait Invasion Planète Terre. Et dans Invasion Planète Terre, c'était intéressant parce que c'était une race extraterrestre pacifique qui venait apporter son savoir et ses connaissances aux êtres humains et qui montrait finalement une forme de cohabitation pacifique, d'échange, de transfert de connaissances qui dénotait un peu du topos classique
du martien belliqueux depuis Wells jusqu'à Independence Day et du fameux message de paix que vous connaissez tous maintenant en langue internationale, de Ak, 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 qui veut dire nous venons en paix. Et dans Invasion, voilà, et je trouvais en tout cas et c'est pour ça qu'il faut, enfin, c'est pour ça que je trouve, pour plein de raisons, que l'univers et la mythologie de Star Trek sont bien plus intéressants, bien plus riches et bien plus divers que celui de Star Wars, et c'est pour ça que je trouve que les derniers films sont une forme de trahison de l'esprit de Gene Roddenberry. Mais vous connaissez, vous voyez ce que c'est Invasion planétaire? Il y a des gens à qui ça parle ou pas du tout? C'était dans les années 90, c'était un peu ringue. Les extraterrestres ils étaient un peu diaphanes, il n'y avait pas beaucoup de cheveux. Et en fait, bon, évidemment, il y en avait un qui était un peu malveillant et qui couvert de gentillesse, essayait de faire des choses pas très cool, mais ça cassait un peu cette idée des visiteurs, de V, enfin bref, et je trouve que cette idée qu'il est possible d'imaginer avec une civilisation très avancée, très élaborée, qui aurait donc réglé ces problèmes de destruction de son habitat naturel, ce que nous sommes joyeusement en train de faire, arriverait à une forme finalement d'illumination, en tout cas de rapport, de respect du vivant et de philosophie de vie qui serait nécessairement non belliqueuse et pacifiste. Et voilà, mais bon, c'est de la science-fiction, je crois. Bien. Donc là, à ce stade, on sait que échanger des idées complexes avec des extraterrestres, quels qu'ils soient, ça peut mal tourner, pour pas mal de raisons, parce qu'ils pourraient nous dire de 4 vérités, en fait. C'est une forme, en fait, c'est une forme d'échange, en fait. Mais au-delà de ces échanges, une fois qu'on aura fait le tour un peu des idées complexes qu'on peut vouloir échanger avec ces êtres, peut-être qu'on va entrer en conflit sévère, par exemple, parce que les idées que nous avons quant à la façon dont nous envisageons l'univers n'ont rien à voir avec celles qu'ils ont quant à eux. Bon, comme mes voisins l'ont dit, ça sera très probablement l'origine de conflits sévères. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres conflits qui pourraient entrer en ligne de compte avec des êtres avec lesquels on aurait été capable, dans un premier temps, d'échanger? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner à ce stade-là? Encore. Tout, globalement. Partage de territoire, surtout. Alors effectivement, les planètes habitables sont pas si fréquentes que ça dans l'univers. Si ce sont des êtres qui nous ressemblent assez pour vivre sur une planète semblable à la nôtre, l'exemple de notre système solaire montre qu'il n'y en a qu'une seule. Là, effectivement, la question de l'espèce vitale va se poser. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres problèmes qui peuvent nous opposer à ces êtres? Les ressources. Si on est sur une exploitation assez commune en termes de ressources, il va y avoir une compétition pour l'accès, la gestion, l'exploitation. Puis l'espace vital, c'est une notion sympa qui rappelle des souvenirs assez chouettes. Par ailleurs, comme vous le savez, les nazis préparent leur retour sur la face cachée de la Lune avec des tyrannosaures. Ça, on est OK là-dessus. Je veux dire, c'est acquis. Et je suis content parce que je pourrais enfin en voir un en vrai de tyrannosaure. Ah, de nazis, je pensais. Non, parce que des nazis, t'en vois sur CNews tous les jours à la télé. Hein. T'as pas besoin d'aller sur la face cachée de la Lune, on les voit assez en ce moment. Bon, mais je vous trouve quand même un peu pessimiste avec cette idée du premier contact. Pessimiste en ce moment, vu le climat social, franchement, je trouve un peu sévère avec nous, parce que franchement, tout va bien. Sérieux, moi, en ce moment, on est pépouze. Hein. C'est comme je sais pas vous, mais on est pas mal quand même. La Terre va bien, la politique va bien, on est heureux, ça se passe... Non, la biodiversité pète le feu. Impec. Bon, mais on va quand même donner au public des raisons d'espérer un peu. Alors, supposons par contre que, pour une raison ou pour une autre, on parvienne à établir des relations positives avec... Le Conseil constitutionnel. On a dit avec des êtres venus d'une autre planète. C'est pareil, hein. Franchement... Vous savez qui sont ces gens? Enfin, je veux dire, on a fait des tests ADN pour vérifier qu'ils sont bien humains ou pas? On en revient au sujet? Allons-y, pardon. Me dis si, pardon. C'est
C'est parce que c'est l'heure de l'apéro qui approche et je commence à être un peu tendu. Donc du coup, je ne sais plus où j'en suis. Mais si. Alors, là, en pratique, on peut en recourir à une approche anthropologique, peut-être pour essayer de dire quelles seraient les différents types de formes de coexistence pacifique ou au-delà qu'on pourrait avoir avec des êtres dont on aurait admis l'étrangeté et malgré tout la conscience, l'intelligence et avec qui on sait qu'on peut échanger. Donc, quels seraient les niveaux de coexistence qu'on pourrait trouver avec eux? Déjà, il faudrait se décentrer de la culture occidentale parce que la culture occidentale est fondamentalement basée sur de la hiérarchie et donc sur le fait qu'il y a un dominant et un dominé. Et il y a des sociétés où c'est pas le cas, il y a des sociétés égalitaires, il y en a pas beaucoup, mais ça existe et que du coup on les a un petit peu déglinguées, mais il y en a quand même. Et du coup, il faudrait plutôt voir selon ces prismes-là. Souvent, c'est des sociétés qui déjà ont des cultures plurielles, donc qui peuvent tolérer que du coup il y ait d'autres croyances. C'est-à-dire que dans un monothéisme où il y a un dieu unique, quand on dit qu'il y en a un autre, ça passe pas ouf. Alors que dans une culture où il y a déjà à peu près 800 dieux, celui que tu veux, t'arrives, tu dis que tu vénères le dieu de la table, bon, bah, a priori, ce que tu veux, quoi. Donc déjà, il faudrait une culture plus ou moins polythéiste, voire animiste, ou je sais pas, enfin, mais en tout cas qui ne croit pas en quelque chose d'unique, qui ne croit pas en hiérarchie, qui ne croit pas en une domination. Et là, peut-être qu'une cohabitation serait éventuellement possible. Mais bon, un petit peu... Moi, je vais être pessimiste après, donc Et moi, ce que je veux, c'est aller encore plus loin, c'est construire une véritable écologie universelle. Et alors, c'est intéressant parce que pour le coup, on a un exemple hyper concret sur la façon dont l'espèce humaine réussit et a réussi quand même globalement vraiment plutôt bien à cohabiter avec toutes les autres espèces vivantes sur cette planète en les respectant, en les traitant bien, en les préservant, en leur laissant des espaces de liberté pour pouvoir vivre naturellement. Et on voit bien qu'on est vraiment, c'est vraiment un truc qu'on sait bien faire. C'est-à-dire que vraiment, les insectes, on sait bien les conserver, les espèces marines. On est assez doué avec ça. Donc, on peut imaginer qu'avec une espèce extraterrestre, ce serait à peu près la même chose. C'est-à-dire que globalement, on ferait à peu près, vraisemblablement, le même type de fuck-up que ce qu'on est en train de faire avec toutes les autres espèces vivantes, littéralement, sur cette planète. Donc, grosso modo, pardon. Donc, grosso modo, les détruire. Non, mais il y a des cultures qui ne font pas ça. Dans la pensée polynésienne, il y a vraiment dans la pensée polynésienne, il y a vraiment ce truc où quand on commence à avoir utilisé beaucoup de ressources, on va en général décider de partir. Et d'où d'ailleurs le mythe sur l'île de Pâques qui, étant donné toute la cosmogonie, ne peut pas être vrai, étant donné que, en fait, ils sont restés 500 ans sur l'île, donc très certainement qu'ils seraient repartis s'ils avaient vu qu'ils arrivaient à terme de leurs ressources, par exemple. Donc il y a des populations qui considèrent la Terre, la planète comme une espèce de divinité, et donc du coup on ne domestique pas une divinité, on n'exploite pas une divinité, on prend ce qu'elle nous donne, et quand elle nous donne pas, on se casse. Malheureusement, elles sont pas complètement majoritaires. Mais en fait, on peut aussi poser une question, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. Hein. La question, c'est est-ce que c'est le propre de notre espèce en tant qu'espèce humaine, ou est-ce que c'est le propre d'un mode de fonctionnement de la société qui s'est généralisé sur un modèle unique, qui est effectivement le modèle occidental, et qui est un mode extractiviste, qu'on appelle, je crois que les scientifiques appellent ça le capitalisme, ouais, voilà. Et qui est ontologiquement, enfin, je veux dire, en fait, même les enfants comprennent assez facilement que quand on a une boîte de gâteaux, une fois qu'on a mangé tous les gâteaux, si on veut refaire des gâteaux, il faut à nouveau des ressources, et quand il n'y a plus de ressources, on peut plus faire de gâteaux. C'est assez facile. Manifestement, ça n'a pas complètement transposé jusqu'au strat des gens qui aujourd'hui, enfin, on voit bien, enfin, bref, on va pas en faire une tribune politique, c'est vraiment de la politique vraiment pour bas de gamme, hein. C'est vraiment l'anticapitalisme pour les nuls. Désolé de vous infliger ça, mais enfin, c'est ce fonctionnement-là aujourd'hui qui est nocif et qui fait qu'on va droit dans le mur et qu'on est en train d'affronter la catastrophe écologique qu'on est en train d'affronter. Enfin, je sais pas en fait. Je ne pense pas que l'espèce humaine soit capitaliste par essence. Malheureusement, le capitalisme s'est répandu et est en train d'envoyer l'espèce humaine dans le mur. Ouais, et puis il y a un peu un king de l'anthropologie qui s'appelle Maurice Godelier qui explique que le capitalisme, c'est un phénomène économique extrêmement rare qui ne vient que d'une seule et unique société. Sauf que du coup, ça permet de l'imposer partout. Moi, j'ai envie d'être juste un tout petit peu optimiste. Un tout petit peu. L'homme et la femme les plus riches du monde sont français. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
pour eux. Ouais. Ouais. Ou Non, pas. je m'étais dit peut-être que si jamais il y avait une symbiose possible avec justement une optimisation, peut-être que malgré cette énorme épine qu'est le capitalisme, peut-être que si du coup il se dirait oh tenez on peut être en symbiose avec cette autre espèce intergalactique, bah, peut-être que du coup ça peut valoir le coup de vivre avec. Voilà. Sur base biologique, c'est très utopiste, mais voilà, ça fait un peu d'optimisme. Donc, il est difficile de conclure après comment dire, ce type d'échange. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer de prendre un temps pour poser vos questions, si vous en avez. Alors, ça peut être des questions. Non, devant. Il y a une conclusion simple, c'est foutre le feu, hein, ça marche. Alors j'aimerais avoir votre avis sur un scénario typique. C'est le scénario de Contact de Carl Sagan. Donc c'est une civilisation extraterrestre qui nous envoie un infodump de toutes les connaissances de la galaxie. Donc c'est une Encyclopédia Galactica. Qu'est-ce que vous mettez en page 1 de l'encyclopédie? Donc imaginons qu'on est passé le côté transfert d'informations, c'est possible. Non, si c'est nous qui envoyons l'encyclopédie, Oui. Qu'est-ce qu'on imagine que si eux tu es dans nous la envoient position où tu peux envoyer un message à des extraterrestres, qu'est-ce que tu vas considérer comme le plus important voilà. Et qu'est-ce que chacun d'entre vous considère le plus important à envoyer? Les dinosaures, c'est cool. Abolir la propriété privée. Non, mais c'est une bonne question. Non, vraiment, tu me prends un peu de quoi. Quelle est l'information c'est difficile. Hein. J'ai que les conneries qui viennent. Donc je me censure en direct. Là, vous me voyez en train de me censurer, c'est pour ça que je rougis un peu. J'ai beaucoup de conneries qui viennent et j'essaie de les contenir un peu, mais c'est difficile parce qu'il y en a 2-3 qui sont assez drôles. Mais... Jésus-Christ ressuscité. Non, désolé, j'arrête. Et on n'arrive pas à s'arranger entre nous, alors restez chez vous, c'est mieux. Un truc comme ça. Oui, ne venez pas, ouais, ça c'est la meilleure réponse. Non, ne venez pas, non, pas ici. La Terre est pourrie. Pas la peine. J'avais une question. Pendant toute votre table ronde, il y avait une considération que j'avais, c'est que là, le xéno, c'est nécessairement quelque chose qui vient d'ailleurs. Mais il y a un dialogue qui est pas facile, mais qui pourrait être apparenté à celui qu'on pourrait avoir avec une autre espèce. C'est le dialogue qu'on a avec notre propre espèce, mais dans le temps. Je pense à l'archéologie, les traces qu'on trouve, Lascaux, Chauvet, etc. C'est voyons, c'était moins controversé que ce qu'il disait. Hein. C'est pas toi qui décides de ça, s'il te plaît. Nicolas a un bouton en fait. Ah ouais. Où ça? Ah pardon, désolé. Et donc ma Pourtant, question j'ai bu ma petite c'est crème ce matin. qu'est-ce que ça peut nous évoquer sur, nous inspirer sur les conversations qu'on pourrait avoir avec notre espèce, peut-être même dans le futur. Je pense aussi notamment avec ces fameux projets là d'essayer de dire Bure, faut pas creuser parce qu'il y a des déchets radioactifs, et il y a toute une réflexion justement sur cette conversation qu'on va avoir avec nous-mêmes, notre propre espèce, mais dans le futur. Quelles sont vos considérations là-dessus? Alors, là-dessus, j'aimerais pouvoir rebondir. Bon, notre civilisation produit énormément de déchets. Et il y a des déchets qui sont particulièrement dangereux. Ce sont les déchets nucléaires qui ont une durée de vie qui est extrêmement longue. Donc, ces déchets nucléaires, comme toute chose qu'on n'a pas envie de voir, on les met dans des endroits où on ne les voit pas. Donc, en général, on les met en profondeur, dans des grottes ou dans des souterrains en très grande profondeur. Mais le problème, c'est que, c'est des déchets qui vont exister pendant une durée tellement longue qu'il y a toutes les chances
plutôt tous les risques, que à un moment, les personnes qui savent où se trouvent ces déchets et à quoi ils correspondent et comment faire pour éventuellement faire en sorte qu'ils soient bien confinés encore, que ces gens-là disparaissent, que ce savoir se perde, et que, eh bien, du coup, peut-être qu'il y aura nos lointains descendants qui iront à cet endroit-là, puis qui se diront, tiens, là, ici, il y a quelque chose qui était stocké, c'était bien protégé, c'était sans doute quelque chose de précieux, peut-être que c'était la tombe de quelques souverains très prestigieux. Vite, creusons, allons voir ce qu'il se passe. Et puis, bien entendu, si ce sont des déchets de centrales nucléaires, ça va empoisonner toute la région, voire tout le continent. Donc, comment faire pour faire en sorte que communiquer avec nos lointains descendants pour précisément leur faire comprendre que là, il ne faut pas y aller. Il y a tout un tas de projets, c'est extrêmement intéressant, qui sont basés sur trouver des réponses à cette question. Et alors, il y a des niveaux, en fait, des niveaux pour faire passer le message en fonction de est-ce qu'on envisage qu'on s'adresse à des gens qui sont, en fait, qui ont l'équivalent des connaissances des hommes préhistoriques. Donc là, en fait, ça serait tout simplement en recourir à de l'architecture adversive pour leur faire prendre conscience que non, là, vraiment, il ne faut pas y aller parce que ça fait peur. Puis si on a affaire à des individus qui ont un niveau de connaissance scientifique un peu plus avancé, comme par exemple des personnes qui auraient vécu à l'époque de l'Empire romain, on peut peut-être essayer de faire passer les messages d'une autre façon, et encore d'une autre façon si on a affaire à des gens qui, au contraire, ont des connaissances scientifiques avancées. Donc ça, c'est toute l'énigme, comment communiquer avec les gens qui vont venir après nous, en fonction de ce qu'ils savent, en fonction de la nature du message qu'on veut faire passer. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rebondir là-dessus. Est-ce qu'on a Pierre, du coup, je pense que tu poses un peu la question de est-ce qu'on a un bon langage, ne serait-ce qu'un bon langage universel, en fait, durable dans le temps? Moi, personnellement, je pense pas. Notamment par le fait, on le voit bien, hein, on prend les travaux archéologiques, les peintures, selon les auteurs, elles n'ont pas été toutes interprétées de la même manière. Maintenant, en plus, si on sort de l'espèce, notre espèce Homo sapiens, pour Néandertal, maintenant, il y a même des équipes de recherche qui indiquent que voilà, c'était une autre cognition, une autre façon de voir le monde. Donc, est-ce qu'on communiquerait bien avec lui? Est-ce qu'on a bien communiqué avec lui par le passé? Voilà, moi, je ne pense pas. Mais je pense que tout est à voir aussi. Et même en remontant même moins loin dans l'histoire, je veux dire, on voit bien que récemment, tu es là, genre, les mecs, quand ils grattent un peu, ils trouvent 2 sarcophages en plomb enterrés sous 2 trèves, ils sont là, genre, vas-y, on va l'ouvrir, ça a l'air cool. Non, c'est des sarcophages en plomb, faites gaffe, quoi, faites attention, on a tous vu des films d'horreur. Bref, non, peu importe. Non, ce que je trouve intéressant et même assez vertigineux, c'est de se dire que si l'espèce humaine disparaît, on montre que finalement, en fait, il reste très vite plus rien. C'est très vite à l'échelle géologique. C'est-à-dire que j'ai plus les chiffres en tête, tu les as peut-être, mais je crois que vraiment, on parle de dizaines de milliers d'années où il ne reste plus rien de la civilisation actuelle et plus aucune trace. La seule trace qui restera, c'est les déchets nucléaires. C'est les déchets radioactifs. C'est la seule trace qui montrera à un moment donné, pour la future civilisation des poulpes ou des corneilles, qu'il y a eu une espèce, à un moment donné, qui a eu accès à une forme de technologie avancée, une technologie nucléaire, et ça restera voilà, jusqu'à pour les siècles des siècles, au plus haut des cieux, Hosanna. Alors, nous allons devoir rendre l'antenne, si j'ose dire. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de bonnes intergalactiques de Lyon. Et puis, nous retiendrons que, en fait, essayer d'apprendre à communiquer avec l'autre, ça montre déjà qu'on ne sait pas comment communiquer entre nous.